tendance à dire à mes élèves, j'ai enseigné 33 ans, si vous êtes capable de prononcer et d'écrire mon prénom, vous avez un point de plus. Je ne l'écrivais pas quand j'arrivais. Alors, oui, c'est ça. Je suis un professeur à la retraite et j'en ai profité pour m'intéresser à toutes les questions économiques qui touchent à la société civile, aux citoyens. Et un peu naturellement, je suis allée travailler avec Attaque Québec. Alors, j'aimerais vous dire c'est quoi Attaque Québec en 2000. Ça ne sera pas le sujet de la conférence, bien sûr. Donc, ATTAC, c'est Association québécoise pour la taxation de transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors, ATTAC a vu le jour en France. Actuellement, c'est un organisme international. Elle est présente dans 38 pays, 4 continents, 30 000 adhérents. Je pense qu'ils ont augmenté depuis quelque temps parce que les questions intéressent le monde et on a des adhérents de plus en plus. Nous, à Attaque Québec, d'abord, je veux vous dire c'est quoi la taxe sur les transactions financières parce que c'est un terme un peu technique. Ça, c'est une idée qui est sortie à partir d'un économiste américain qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Tobin, un prix Nobel. On a eu peur. On a eu peur. On a eu peur. Et lui, alors c'était une période où les finances allaient mal, la crédit monétaire se garochait de partout, et il a proposé une très belle idée. Il a dit, il y a tellement de transactions financières que si on taxe chaque transaction de 0,01%, c'est tout petit, il y a tellement de transactions que ça va faire un gros fonds. Et ce fonds pourrait être utilisé pour les pays en voie de développement, pour combattre la pauvreté, pour des problèmes d'écologie, etc. Et en même temps, comme économiste, lui, ce qui l'intéressait, c'est que les spéculateurs qui achètent des transactions, qui achètent des actions, des milliers d'actions par jour, eux, ça va les taxer beaucoup. Parce que même si c'est un tout petit taux, multiplié par 1000 ou 10 000, ça commence à faire de l'argent. Surtout qu'ils chargent avec des millions, là, eux autres. Par contre, l'épargnant, comme vous et moi, on met un peu d'argent pour notre retraite, nous, on n'est pas vraiment touchés parce qu'on ne change pas d'action tout le temps. On achète 3 fois par année des petits montants. Donc, l'idée était que ça va stabiliser les finances. Ce qui a intéressé Attaque, c'est la partie qu'est-ce qu'on fait avec les fonds? Combattre la pauvreté, résoudre des problèmes d'environnement, ça nous intéresse. Donc, c'est des gens qui ont dit, on y va, on fait pression, on bouge avec ça, et ils ont fondé cette association en 1998. Et tranquillement, ça a pris de l'ampleur. Actuellement, l'histoire des taxations, il y a quelques pays européens qui le proposent. Évidemment, les financiers et les banquiers leur tombent dessus sans hésiter. Ça ne marche pas bien, mais l'idée est là. Et Attaque s'est ouvert à d'autres sujets. En fait, tous les sujets économiques qui touchent aux citoyens nous intéressent. La justice fiscale, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La démocratie, la justice sociale, la distribution de la richesse, climatique, sauvegarde des services publics. On a, excusez-moi, j'ai une erreur d'orthographe, libre-échange, etc. Donc, nos champs d'action maintenant et d'intérêt sont beaucoup plus grands qu'avant. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Juste vous dire qu'on a un très beau site web qui est une mine d'or d'informations. Allez-y, regardez, on parle de tout. On réfère à d'autres organismes qui s'intéressent à ces questions. Il y a des conférences, il y a des propositions d'ateliers dans vos groupes si vous voulez. Bref, c'est intéressant d'aller voir là, tout ça. On a aussi un bulletin électronique 4 fois par année. Je pense que l'UNIFER m'a dit qu'elle le publiait. On a une infolette régulièrement. Si vous avez envie d'être abonné à l'infolette pour savoir un peu ce qui se passe, vous pouvez juste me laisser votre nom et je vous mets sur la liste, aussi simple que ça. Et il y a une page Facebook, on est à la mode, n'est-ce pas? Alors, on a aussi ça. Voilà pour Attaque. On passe à autre chose. Oui? Sur votre site, on peut tout s'abonner à tout. Vous pouvez vous abonner sûrement à l'infolettre. Je pense que vous pouvez recevoir le bulletin. Les offres d'atelier, ben, il faut nous faire la demande. Puis la face Facebook, c'est ça. Et si vous l'aimez, ben, vous faites un j'aime dessus, ça nous aide.
Alors, je vais commencer par une toute petite anecdote. Il ne faut pas être trop sérieux non plus, hein, même si le sujet est quand même un petit peu arrivé. Alors, c'est un dialogue qui a été repris par, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Diable Rouge, dont l'auteur, je ne le connaissais pas, Antoine Roux. Et il a imaginé un dialogue entre deux personnalités françaises du XVIIe siècle, des vraies personnalités, mais le dialogue est fictif. Donc Mazarin, qui était un homme d'État complètement corrompu, Colbert, qui était un économiste un peu son conseiller. Alors on imagine ces deux personnes-là qui discutent. On peut sur Internet voir l'extrait de cette pièce de théâtre. Alors Colbert dit, il nous faut de l'argent, et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? Mazarin, on en crée d'autres, Colbert. Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. Oui, c'est impossible, Colbert. Alors, les riches? Mais non, les riches non plus, ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Colbert, mais alors comment fait-on? Mazarin, Colbert, tu raisonnes comme un fromage. Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches. Les Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres, c'est ceux-là que nous devons taxer. Encore plus, toujours plus, ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Alors des fois, on se sent comme ça, hein? On a l'impression que nous sommes un réservoir inépuisable. C'est une histoire qui aurait très bien pu arriver entre le ministre Couillard et le ministre, je ne sais pas qui, Léato. Ok, donc, je dois tout de suite vous dire d'abord que je ne suis pas fiscaliste. Je me suis intéressée à la fiscalité, à la justice fiscale, à la justice sociale par intérêt personnel. Je m'y intéresse depuis des années. Je viens d'Égypte, j'ai grandi en Égypte. Et la situation des pays en développement me touche énormément. Et très vite, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a des pays qui ne s'en sortent pas? Pourquoi il y a tellement d'inégalités de richesse? Et uniquement par curiosité, j'ai décidé de faire une maîtrise en économie. Et c'est là que vraiment, j'ai commencé à comprendre un peu plus. Et étant professeur, j'ai, je crois, une facilité de vulgariser, comme je dis souvent. Quand on a vulgarisé les mathématiques, on peut vulgariser n'importe quoi. Et donc, ça m'a intéressé de travailler là-dessus. Alors, le contexte actuel est très intéressant d'un point de vue fiscal. Pourquoi? À cause de l'austérité. Ils nous ont présenté l'austérité, le gouvernement, comme étant un problème de manque d'argent. Ah, on n'a plus d'argent, on ne peut plus se permettre de payer des services publics. Et ils ont coupé. On a actuellement des services publics beaucoup moins intéressants qu'on avait il y a quelques années. Pourtant, on n'est pas en récession. Le PIB augmente. Alors, la question qu'on se pose, mais ça va où cet argent-là? Il y en a de l'argent. Parallèlement, on remarque que dès qu'approchent les élections, qu'est-ce qu'ils font les élus? Ils sortent l'argent. Et soudainement, ils ont de l'argent et en plus, ils veulent faire plaisir pour se faire élire. Ils coupent sur les impôts. Au lieu de payer pour des services, ils coupent sur les impôts. Et là, on se rend compte qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, c'est ça que dans la mise à jour économique au Québec, il y a quelques semaines, Léato, c'est ça qu'il a proposé. 1,1 milliard de dollars de coupe d'impôts. Alors que nous avons grandement besoin d'argent dans nos services publics. Alors, on a l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on coupe des impôts, toujours au bénéfice des riches, la plupart du temps, au bénéfice des riches. Là, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire des services publics, on coupe sur les services publics, pouf, on a un surplus, 4 milliards cette année. Qu'est-ce qu'on fait avec les 4 milliards? On coupe les impôts et on recommence. Alors, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de sens. Il va falloir qu'à un moment donné, la population leur dise « Wow, là, on arrête ». Alors nous, plutôt que de regarder juste la colonne des dépenses et voir... C'est vrai que parfois, il y a des dépenses qu'on peut éviter, mais regardons aussi tout ce qu'on a coupé dans les impôts, tous les revenus dont on s'est privé. Est-ce qu'on ne peut pas les avoir? Donc, l'idée de cet atelier, c'est de faire un examen vraiment du système fiscal et de réfléchir à la question.
Alors il y a plein de questions qui se posent quand on veut faire cet exercice-là. Qui doit payer? Dans quelle proportion chacun paye? Est-ce que les entreprises payent plus ou les particuliers? Et dans les particuliers, qui paye et quoi? Sous quelle forme on récolte? Est-ce qu'on fait des impôts, ou on augmente les taxes à la consommation, ou on invente des nouvelles taxes, comme quand ils nous ont mis la taxe sur la santé? Qu'est-ce qu'on fait? Comment financer les services? Est-ce qu'on dit de façon universelle pour les services de base, ou bien on dit, utilisateur-payeur? La question se pose. Quelle politique instaurer pour réaliser une fiscalité au bénéfice de toute la population? Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette réflexion-là. En démocratie, normalement, c'est le peuple qui décide. Mais si le peuple se tait, si le peuple dit rien, le gouvernement décide tout seul, et puis c'est fini. Actuellement, ce qui se passe, c'est que le peuple ne dit rien parce que ça lui semble être quelque chose d'extrêmement compliqué, qui le dépasse, et il fait confiance aux experts. D'après moi, là, c'est fini ça. Ça doit arrêter. Il faut vraiment que la société civile prenne ça vraiment en main. Donc, le but de l'atelier, réfléchir sur toutes ces questions. Ne plus accepter qu'on nous dise n'importe quoi. Se donner les moyens d'analyser les discours de nos dirigeants. Comprendre les termes, comprendre comment ça se passe, où ça va. Et se poser la question, est-ce que l'austérité est-elle vraiment un passage obligé, comme on essaie de nous faire croire? Démystifier les concepts de base. Alors, je vais aller avec vous avec les termes, comprendre vraiment les termes. Comprendre les mécanismes sous-jacents aux questions, les enjeux et les principes économiques qui sous-tendent les choix, parce que c'est des choix de nos gouvernements. Et finir avec la réflexion sur comment rendre une fiscalité plus équitable, c'est tout le temps ça qui nous tient à cœur. Mais avant de faire cet exercice, j'aimerais qu'on regarde un peu l'histoire. Comment c'est arrivé? Comment on est arrivé à se dire, OK, on va avoir un système fiscal qui va avoir cette forme-là? Alors, je ne sais pas si vous aviez cet adage-là, mais nous, en Égypte, on avait un adage populaire qui disait, il y a deux choses de sûres dans la vie. C'est quoi? La mort. La mort. Les impôts. Et les impôts. Alors, la mort est encore assez sûre. Les impôts, malheureusement, pas pour tout le monde. Il y en a qui ne les payent pas, leurs impôts, et c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, l'idée des impôts existe depuis l'Antiquité. Chez mes ancêtres, les pharaons, comme 1500 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà un système fiscal et même des droits de douane, mais c'était au bénéfice du pharaon. On ne parlait pas de redistribuer ça. Grèce antique, il y a eu un début de démocratie qui a émergé. Les impôts commencent à être quelque chose de plus politique. On parle déjà de juste prix et de retombées sur les contribuables, mais timidement. L'époque féodale retourne en arrière. Les impôts sont partagés entre les rois, les seigneurs féodaux, et une nouvelle puissance qui commence, l'Église, qui demandait la dîme. Et on a eu ça, je pense qu'on en a encore. Au XIIe siècle, ça devient infernal, des révoltes épouvantables partout en Europe. Les gens décident de faire un comité de 12 personnes, élus par la bourgeoisie, parce qu'il reste que c'est la bourgeoisie qui dirige, et ils ont le mandat de faire une charte sur les impôts. Alors la charte, pour calmer les gens, elle affirme que les impôts doivent être au bénéfice des habitants, et non seulement au profit d'un seul individu, mais il n'y a pas encore une idée bien fignolée de chacun paye sa juste part. Ce n'était pas encore dans le décor. 1776, ça c'est le début du libéralisme avec un économiste qui s'appelle Adam Smith. Lui, il dit non, les impôts c'est quelque chose de public, ça ne doit pas aller juste aux dirigeants, c'est un contrat entre l'État et le citoyen. Vous voyez, on progresse là dans la réflexion. Le citoyen doit contribuer selon ses moyens et avec les fonds ramassés, l'État a une mission, il doit faire le développement d'intérêts collectifs, mais ça au meilleur coût possible, pas de gaspillage. Donc l'État est quand même à ce moment très minimaliste. Il ne s'ingère pas dans la vie des gens, il ne travaille pas ni sur l'économie, ni sur les services publics. Ça fonctionne jusqu'à la crise de 1930. Là, vous avez tous, peut-être même plus que moi, eu conscience de cette crise-là où on a entendu parler pour les plus jeunes. L'État devait être discret jusqu'à 1930. Son rôle se limitait à assurer la sécurité des frontières et la paix entre les citoyens. On dit que c'est un État gendarme.
et minimaliste. Minimaliste, ça veut dire qu'il ne dépense pas beaucoup. Donc, il n'a pas beaucoup d'argent. Alors, la crise des années 30 met en relief les défaillances du marché. On se rend compte que laisser le libre cours au marché, mais ça donne des désastres sociaux assez sérieux. Là, il arrive un monsieur qui s'appelle Keynes en Angleterre et qui dit non, ça ne marche pas. Les États, lorsqu'ils ont de l'argent, d'abord ils doivent avoir de l'argent, il faut des impôts, et il faut que les États soient interventionnistes. Il faut qu'ils agissent, parce que ce qu'ils voulaient, les libéraux, leur vision de l'économie, c'est quoi? C'est qu'il y a la libre concurrence, les gens ont des propriétés privées, ils s'enrichissent, puis la façon de compenser ça pour avoir une équité, c'est que les gens payent des impôts au prorata de leurs revenus. Donc, c'était un peu ça l'idée de Keynes. Il dit l'État doit relancer l'économie quand il y a récession et appuyer la croissance quand il y a croissance. Là arrive Marx qui dit attention, il y a un autre point important. C'est quoi? La distribution de la richesse. Parce que si on laisse aller les choses, ben les riches s'enrichissent de plus en plus. Il faut que notre système s'assure que tout le monde a le minimum au moins et un peu plus en espérant. Donc, on commence à parler en Occident de programmes sociaux, de transferts aux plus démunis, de l'assurance chômage commence à prendre de l'ampleur, surtout avec la crise, il y avait un gros problème de chômage, donner de la santé, de l'éducation à tout le monde, c'est ce qu'on a appelé l'État-providence, qui n'a rien de providentiel, c'est notre argent dans le fond, on leur dit utilisez-le comme on veut. Et là, il y a depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, un débat entre ceux qui veulent l'État minimaliste, le moins d'État possible, qui s'intervient dans rien, et l'État interventionniste, qui intervient dans l'économie, qui remet les pendules à l'heure, qui essaye d'assurer une justice sociale. Et au Canada, c'est très clair. Les conservateurs, c'est l'État minimaliste de Smith, d'Adam Smith, et les libéraux, les NPD, c'est plus, dans une certaine mesure, l'État interventionniste de Keynes, mais malheureusement, ce qu'on voit ces dernières années, c'est quoi? On s'en va de plus en plus vers l'État minimaliste, l'État qui doit sortir de ne pas intervenir, laisser le libre marché faire sa job, etc. Alors, le taux d'imposition progressif s'est imposé. Alors, on a dit, bon, comment on va faire pour que tout le monde paye sa juste part? On va faire des paliers d'imposition. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent payent, mettons, 15%. S'ils ont un peu plus, 18%. S'ils ont un peu plus, 20%. Et on monte comme ça jusqu'aux grandes fortunes qui vont payer un peu plus. Et aux États-Unis, quand j'ai vu ça, j'ai sauté. Il paraîtrait qu'à cette époque-là, les inégalités n'étaient pas acceptables. On était dans une époque où la justice sociale était importante. La distribution de la richesse, les gens y tenaient. Et donc, les revenus excessifs étaient socialement inacceptables et les États, le gouvernement américain et les États-Unis a taxé les hauts revenus jusqu'à 90%. Vous imaginez si aujourd'hui on nous dit 90% pour les hauts revenus? Je pense que les ministres vont se faire tous zigouiller. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est monté jusqu'à 98%. Une période très courte, mais quand même. Et il faisait aussi la distinction entre les revenus qui sont gagnés comme les salaires, à la sueur de notre front, puis les revenus non gagnés qu'on a parce qu'on a de l'argent qu'on place. Et ceux qui étaient non gagnés étaient considérés comme plus inacceptables et donc plus taxés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le gain en capital, on va le voir tantôt, est taxé à 50% par rapport au salaire. Alors, c'était vraiment la vision de l'époque. De 32 à 80, la moyenne des impôts sur les hauts revenus était 81%. Dans les années 80, ça commence à descendre, et le coup de barre est arrivé avec Reagan, qui a fait une réforme fiscale aussi pire que celle de Trump aujourd'hui, qui a baissé les taux d'imposition des hauts revenus à 28%. Mais après, ça s'est rajusté autour de 30-40%. Des années 80 à 2010. Depuis, ça redescend un peu. En Europe et au Canada, ça s'est un peu équilibré autour de 50% pour les très hauts.
Donc, compte tenu de tout ça, on arrive à une vision du système fiscal moderne qu'on veut. 3 objectifs, c'est reconnu d'ailleurs dans la Commission sur la fiscalité et les finances des services publics au Québec. 3 objectifs importants. Prélever les ressources nécessaires au financement des services publics. Donc, très important de financer les services publics. Favoriser le développement économique et la création d'emplois. Donc, encourager les entreprises, encourager les start-up, par exemple, toutes les petites initiatives personnelles qui vont créer de l'emploi. Et améliorer l'équité et la répartition de la richesse. Ce sont de beaux objectifs, quand même. Mais malgré tout, les gens n'aiment pas les impôts. Les impôts sont détestés par le monde. C'est dans la culture populaire, c'est comme ça. Et même dans les dessins animés, dans les bandes dessinées. Alors, j'ai retrouvé ça, c'est Chantal, en fait, mon ami qui a retrouvé ça chez Astérix. Alors, le chef gaulois dit, un jour, un collecteur d'impôts est venu, et puis depuis, nous sommes dispensés d'impôts. Donc, on suppose que Obélix a fait sa job de faire peur au collecteur d'impôts et l'a fait fuir. Alors le druide il dit, ah oui, je m'en souviens, qu'est-ce qu'on a rigolé ce jour-là, tu te rappelles quand... Assez. Alors là, un autre dit, mais il n'est jamais revenu. Astérix répond, jamais. Donc, pas de revenus, pas d'impôts. Alors vous voyez, c'est vraiment dans la culture populaire. Le fait de détester l'impôt, mais tout le monde veut des services, mais pour ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut payer d'impôts, il faut qu'on se cotise pour être capable de se loger. Ok, on va passer à une partie un peu plus technique. Si ça vous ennuie, levez la main, dites stop, stop, ça suffit. Si c'est pas clair, levez la main, dites c'est pas clair. Je suis habituée. J'ai enseigné à des adolescents pendant des années, ils m'interrompent à chaque 2 mots. Alors ne vous gênez pas, vous m'arrêtez au besoin. D'abord, regardons un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est les dépenses importantes du gouvernement? On a comme les proportions à peu près. Santé, services sociaux, c'est le plus important, suivi de l'éducation. Les deux ensemble, c'est beaucoup. C'est ce qu'on s'attend de notre gouvernement qui nous donne nos services publics. On paye des impôts parce que c'est ça qu'on veut. Il y a bien sûr le service de la dette, passage obligé. Il y a la justice, il ne faut pas s'en passer non plus. Soutien aux personnes et aux familles, ça on aime ça, 10%. Économie et environnement, ben, c'est important. Des fois, ça dépasse un peu ce que la population voudrait. Les grosses subventions à Bombardier, puis à des grosses compagnies et aux banques pour les sauver, ça on aime moins ça. Mais globalement, on reconnaît que le gouvernement a un rôle à jouer pour favoriser le système économique. Et donc voilà, en gros, tout à peu près, on tourne les points ronds un peu, mais on n'a pas besoin d'aller plus en détail que ça. Pour payer ces dépenses-là, il y a besoin de revenus. Alors, c'est quoi les revenus? Évidemment, le plus important, c'est les impôts, 29%. Ça, c'est l'impôt des particuliers. Les cotisations pour les services de santé, c'était à 7%. Les impôts des sociétés, qui aurait cru que ça n'est que 7%? Avant, ils étaient à peu près à 50% il y a quelques années. C'est baissé, rendu à 7%. D'après les études que j'ai lues, si on ajoute certaines autres dépenses, comme l'assurance, la partie qui paye pour les retraites, l'assurance santé, tout ça, ça monte à 13%. Mais ça reste très peu dans les revenus globaux du gouvernement. Taxe à la consommation, on grossit. Moi, quand je suis arrivée au Québec, il n'y en avait pas de taxe à la consommation. Ou non, en fait, il y en avait, mais elle n'était pas mise de l'avant, séparée du prix. Et avec les années, j'ai l'impression que ça a un peu grossi. Là, le gouvernement fédéral a baissé à 5%. Le gouvernement du Québec a dit « Ah, il y a de la place, on le prend ». Finalement, ça reste à peu près autour de 15% et ça rapporte 18% des revenus de l'État. Les droits et les permis, pour ça, les contraventions et tout ça, mais ça c'est oublié plutôt. Revenus divers, je ne sais pas trop c'est quoi, mais bon, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des revenus de toutes sortes. Les entreprises du gouvernement apportent quand même un petit 4%, Hydro-Québec, la SAC, etc. Fonds des générations pour ça, et le transfert du gouvernement fédéral 20%. Ben, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Pour Hydro-Québec, ils font des millions et des millions par année.
Oui, mais c'est relatif au montant global. J'ai juste une question. Oui. Pas dans celui-là, mais pas dans ce diagramme-là, mais l'autre d'avant, quand vous disiez au niveau de l'éducation et culture, ça comprend quoi au juste? Mais ça comprend toutes les subventions qu'on donne aux artistes, toutes les subventions qu'on donne, par exemple, à Montréal, je ne sais pas si vous avez ça ici, mais on a les maisons de la culture qui présentent des activités gratuitement. On peut assister à de la danse, à des conférences, à des films, à toutes sortes de choses. Il y a l'Office national du film. Okay. C'est un peu tout seul. OK, Les bibliothèques aussi. Les bibliothèques, c'est les villes. Mais probablement que les villes ont une petite subvention, ils vont chercher une petite subvention fédérale aussi. Mais la responsabilité des bibliothèques et même des maisons de la culture, c'est les villes. Puis quand on parle d'immigration, ça rentre dans quel barème? L'immigration, l'immigration, normalement, le gouvernement ne paye pas pour. C'est les immigrants qui nous apportent. En Je suis temps contente normal. qu'on le nomme parce que c'est quelque chose que j'entends souvent quand j'interviens auprès des gens, les immigrants, ils nous volent notre argent. Pour ça, je vous pose la question pour rectifier la situation. Actuellement, on vit une situation extrêmement difficile des migrants. Donc, on a besoin de les inclure, de les former. Ça rentre dans l'éducation et la culture. C'est une compétence fédérale aussi. Et c'est une compétence fédérale aussi. Je pense que les deux paliers, c'est ça, merci de le préciser. Mais à long terme, ça, pourquoi un pays accepte des immigrants? C'est pas pour des succès. C'est parce que les immigrants, au bout du compte, ils rapportent, ils travaillent, ils rapportent des impôts, ils payent pour les retraites. Le problème du Québec, c'est qu'on n'a pas assez d'enfants. Si on n'a pas d'immigrants, on va s'éteindre. C'est en Occident. Oui, mais je pense qu'on est un des pires. Est-ce que je me trompe? Mais en tout cas, en Occident aussi, effectivement. Mais le Québec, c'est tellement, le Canada, c'est tellement important que c'est un pays d'immigration. C'est-à-dire, quand les gens veulent immigrer, ils pensent à deux endroits surtout. Le Canada, un peu les États-Unis et l'Australie. Pour aller en France, c'est difficile d'avoir la citoyenneté française. Pour aller au Canada, bon, il y a eu des difficultés, mais moi, quand je suis arrivée dans les années 70, milieu des années 70, c'était 3 ans. 3 ans, puis j'avais mon passeport, je pouvais voter, j'étais citoyenne à part entière, je contribuais à tout. Et moi, j'ai pris ça très au sérieux, j'ai essayé vraiment de donner au Québec le plus que j'ai pu. J'étais déjà formée et j'ai embarqué tout de suite en éducation. J'ai fait le mieux que j'ai pu là-dedans. Donc, les immigrants, c'est pas toujours. Normalement, c'est pour enrichir un pays, non pas pour. Les voleurs de job. D'ailleurs, j'ai une amie qui travaillait à l'ONF et qui a fait un film il y a très longtemps qui s'appelle Les voleurs de job, qu'on retrouve sur le site de l'ONF. On peut le télécharger, si ça vous intéresse. Oui, parce que je vais rattraper ça avec parce que tu sais, des fois, on essaie de défaire justement sur les choses qui ne sont pas toujours faciles. Non. Je suis contente que vous apportiez ce point-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que j'embarque dans... Les voleurs de job, en fait, ils font souvent des jobs qu'on ne peut pas faire. C'est vrai? C'est vrai? Mais ça dépend des moments. Oui, c'est vrai que quand moi j'étais arrivée, il y avait une pénurie de profs. Fait que c'était facile pour moi, j'ai trouvé une job assez rapide. Mais effectivement, si j'avais été ingénieur civil, je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé une job si vite, parce qu'il y a beaucoup d'exigences pour qu'on les reconnaisse. Alors, les gouvernements ajustent aussi, pour ne pas que les ressortissants du pays, qui ne sont pas immigrants, ce qu'on appelle les Québécois de souche, aient quand même une certaine priorité. Mais à un moment donné, il y a des plaintes parce que ça va trop loin. Quand on regarde, par exemple, les députés, puis qu'on voit qu'il y a extrêmement peu d'immigrants, on se dit il y a quand même une proportion importante. Il faudrait qu'ils aient un rôle à peu près équivalent dans sa fonction. En tout cas, c'est tout un débat un peu différent. On va passer à autre chose. Alors, les notions essentielles, donc c'est ça, comme je vous disais, c'est un peu technique. Taux d'imposition, j'imagine que tout le monde sait ça, c'est le taux qui va nous permettre de calculer combien d'impôts on doit payer. Dans les taxes et les impôts, il y a deux mots importants, progressive et régressive. Quand on dit une taxe est progressive,
c'est lorsque le taux de taxation augmente avec les revenus. Donc, c'est une taxe qui est plus juste. Régressif, c'est le contraire. C'est que le taux d'imposition soit fixe, mais souvent, il diminue avec les revenus. Donc, plus on est riche, moins on paye en pourcentage. Ce qui, évidemment, ne va pas avec la justice fiscale. Quand une taxe est progressive, comment on s'y prend? Bien, on a un système, des taux d'imposition différents selon les revenus, mais on décide, mettons, de tel montant à tel montant de revenus, on paye tant pour cent. Tel montant, on paye tant pour cent. On appelle ça les paliers. Alors, j'ai reproduit, par exemple, le palier pour l'impôt fédéral. Il y a 5 paliers. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais une chose qui est importante, on voit par exemple que ceux qui gagnent plus que 202 800 $ payent 33 %. Il faut bien comprendre ça. Ils ne vont pas payer 33 % sur le 202 000 $. Comment ça va se passer? Est-ce que quelqu'un sait? C'est parce que ça marche par tranche. C'est-à-dire, les premiers 45 916 qui gagnent, ils vont payer seulement 15 % comme tout le monde. La tranche d'après, ils vont payer 20,50 et ainsi de suite. Donc, mettons qu'ils gagnent 300 000 $. Il ne va pas payer 33 % sur 300 000 $. Il va payer le 33 % seulement sur 200 $, parce que jusqu'à 202 800, on est en bas. Vous comprenez comment ça marche, les paliers? C'est important bien de réaliser ça. Parce que souvent, les riches, ils nous disent « Moi, je paye plus que 50 % d'impôts. » Oh, minute, ça, c'est ton dernier pourcentage. Et si tu prends tout ton salaire, ton taux d'imposition global est moins que ça. Est-ce que je suis claire pour ça? Parce que c'est un point un peu technique. Ça va? OK. L'impôt provincial, c'est le même principe, mais il est moins progressif. Il est encore progressif, mais moins, parce qu'il n'a que 4 paliers. Puis, les hauts revenus, pour eux, commencent à 103 915 $, presque 104 000 $. Ça veut dire qu'une personne qui gagne 105 000 $ et une personne qui gagne 5 ou 7 millions a le même taux d'imposition sur la dernière part. C'est pas très progressif, ça. 4 paliers, c'est peu. On a déjà eu 16 paliers. Alors, 16 paliers. Je ne sais pas si... Moi, mes premiers impôts, je vais vous montrer. Ça se faisait avec cette feuille. Il y en a qui s'en souviennent. C'est une page de palier d'impôt. Ça ne veut pas dire qu'à chaque palier, c'est un autre pourcentage, mais pour nous faciliter la tâche, ils nous faisaient des tableaux à 10 $ près. À chaque 10 $, on avait le montant, on n'avait rien à calculer. On n'avait pas de calculatrice à l'époque. Pas d'ordinateur. Pas d'ordinateur, pas de calculatrice. C'était compliqué de calculer 15% pour mon premier 45 000 $, puis 20% pour le j'ai 50 000, ok, ça fait 2. C'était assez. Alors, le gouvernement nous facilitait la tâche avec ça. Mais si on regarde, on décortique puis on regarde les pourcentages, il y avait 16 paliers. Alors, c'était beaucoup plus progressif qu'aujourd'hui avec 4 paliers. C'est une grosse différence. Aussi, il y a d'autres choses. Ça, les 4 paliers, c'est depuis 2013 seulement. Avant, il y en avait. C'est-à-dire, du 16, c'est descendu tranquillement, à moins de palier. 2013 date. Et en plus, ils ont fait quelque chose de pas très gentil. Les pas riches, ils leur ont augmenté de 13 à 15. Puis les riches, ils les ont diminués de 33 à 25,60. Ça non plus, c'est pas très progressif. Pas très gentil, ça non plus. Vous êtes gentil avec vos mots. Mais je suis en public. Un autre terme un peu technique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Taux marginal d'imposition. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est le dernier taux. C'est-à-dire, si je reviens à mon table, là, de tantôt, mettons, c'est le dernier taux que nous, on paye. C'est-à-dire, le taux marginal est différent pour chaque personne. Mettons que moi, j'ai un salaire de 50 000. Alors, mon taux marginal est 20 %. Ça veut dire ça que si j'écris un livre, puis ça me donne un peu plus d'argent, 2 000 $, ce 2 000 $ est taxé parce qu'il va dépasser le CAS. C'est une partie qui dépasse le 42 705, donc il est taxé à 20 %. C'est ça qu'on appelle le taux marginal. Le taux auquel tout nouveau revenu sera taxé. OK? Bon. Les taxes régressives, l'exemple le plus connu des taxes régressives, c'est la taxe à la consommation.
Pourquoi? Parce que c'est le même pourcentage pour tout le monde. D'accord? Alors, on a pris l'exemple ici de la TPS d'aujourd'hui, 5%. Si on fait des dépenses dans l'année de produits et services de 10 000 $, tout le monde va payer 5%, ça veut dire que tout le monde va payer 500 $. On est d'accord? OK. Mais pour quelqu'un qui gagne 20 000, ça représente un taux de 2,5% de son salaire qu'il paye en taxe à la consommation. Celui qui gagne 100 000, ça représente 1,5% de son salaire. Si vous montez à 6 ou 7 millions, c'est une peanut de son salaire. OK? C'est dans ce sens qu'on l'appelle régressif. C'est-à-dire que pour les petits revenus, c'est un taux élevé. Pour les hauts revenus, c'est un taux bas. C'est ça. Je suis encore un peu technique, je veux m'assurer que vous me suivez tout le monde. Mes réflexes de prof, ça, je m'excuse. OK. Alors, si on ramasse tous les impôts, voilà. On a quoi? Les impôts sur les revenus, corporations et individus. Ça peut être progressif, plus ou moins, comme on l'a vu. Il y a des périodes où on a été beaucoup plus progressif que ça. Petite remarque en passant, les corporations ne payent que sur leur profit, pas sur leur capital, pas sur l'argent qu'ils ont en réserve et tout ça. Les individus aussi d'ailleurs. Les personnes physiques payent 3 fois plus que les corporations. Ensuite, on a les taxes à la consommation qui sont très menacées de plus en plus pour Internet. Vous vous rappelez là, tout le débat autour de Netflix dernièrement? Ils veulent pas taxer Netflix. Ça n'a pas été brillant à la Pardon? Ça n'a pas été brillant à la Ça n'a pas été brillant pantoute. Je ne sais pas si j'ai le bon accent. Au bout de 40 ans, je devrais. 40 ans, je fais ça. Donc, l'Internet est très menaçant pour la taxe à la consommation. Si on veut la conserver, il faudrait que même les choses Internet soient taxées, ou bien qu'on l'enlève. Mais ce moitié-moitié n'est pas très bon pour nos industries, dans le fond. Parce que les gens qui ont pignon sur rue, ils doivent payer, récolter la taxe sur la consommation, et donc leurs produits sont plus chers. Puis le même produit sur Internet, pas de taxe à la consommation. Vous pensez qu'on va acheter mieux? Les charges sociales. Ça aussi, c'est considéré un impôt. Hein? On paye pour l'assurance chômage, on paye pour les familles. Maintenant, depuis quelques années, il y a une petite taxe pour les familles, pour aider les familles. Il y a les fonds de retraite. Les compagnies payent aussi, certaines compagnies payent une partie des fonds de retraite. Ça dépend, c'est privé, public, etc. Et dans le privé, il y a plusieurs sortes. On paye aussi des taxes, il y a des routes à péage, il y a parfois des formations qui sont payantes, etc. Le dernier impôt, c'est sur le patrimoine qu'on appelle, c'est-à-dire sur le capital. Le seul capital imposé présentement, c'est nos maisons, l'impôt foncier. Si on a de l'argent à la banque, ce n'est pas imposé. Ce qui est imposé, c'est le rendement de cet argent, mais pas l'argent lui-même. Tandis que la maison, elle est imposée chaque année, même si on ne la vend pas, même si on n'a pas de gain. Alors, des fois, les taxes augmentent tellement que les gens sont obligés de vendre leur maison parce que les taxes sont trop élevées. Thomas Piketty, qui est un auteur qui a écrit un livre comme ça, qui s'appelle « Le Capital au XXIe siècle ». Il a voulu reprendre le même titre que Marx avait pris il y a longtemps, qui s'appelait « Le Capital ». Il fait vraiment une étude très, très, très détaillée de l'économie dans le monde occidental, et à la fin, il fait des propositions. Puis lui, il pense qu'il faudra taxer le capital des grandes fortunes. Les gens qui ont des milliards, les Stephen Hobbes, mais tous ces gens qui ont des milliards et qui ne paient rien là-dessus, qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Ça leur permet d'avoir des rendements là-dessus et ça augmente les inégalités. Donc si on veut penser à un moment donné à diminuer, personne ne dit qu'il faut que tout le monde soit pareil, pas dans un régime, même les communistes ne le font pas. Mais si on veut diminuer les écarts, il va falloir penser à des mesures comme celle-ci. À partir d'un certain capital, ça suffit, tu as tout ce qu'il te faut dans ta vie bonhomme, paye un pourcentage sur ce qui dépasse, ou enfin. Ok.
Qu'est-ce que c'est l'équité pour la plupart des gens? J'ai essayé d'écrire un peu ce que c'est. Peut-être que vous aurez d'autres suggestions, des modifications à proposer. Service public de base pour tous. Il faut que tout le monde puisse d'abord vivre décemment, avoir la santé et l'éducation, le droit de se défendre à la justice, des choses comme ça. La répartition de richesses entre individus. On n'est pas content, on ne peut pas parler ça de l'équité avec l'écart de richesse qu'on a aujourd'hui partout dans le monde occidental. Le Québec est un des moins pires même. Aux États-Unis, je pense que c'est un des pires. Répartition de génération, ça aussi on doit y penser. On ne peut pas se dire on va profiter autant qu'on peut, on va prendre tout ce qui arrive et puis tant pis pour les suivants. Non, il y a une répartition à faire avec nos enfants, nos petits-enfants. Aussi le principe de la juste part dans l'impôt. On ne veut pas, si on veut que ce soit équitable, on ne veut pas qu'il y ait des avantages fiscaux pour les plus riches. Pourquoi il y en a? C'est au contraire le contraire qu'on devrait faire si on veut être équitable. Alors, évidemment, la question qu'on se pose encore une fois, est-ce que c'est équitable? Nous allons voir que nos systèmes sont équitables d'un certain point de vue et inéquitables pour d'autres affaires. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des théories économiques, de gens qui gagnent des prix Nobel en économie, et même le Fonds monétaire international. On ne peut pas taxer le Fonds monétaire international de gauche qui veut aller vers le socialisme. On parle du Fonds monétaire international. Ils ont sorti des études qui montrent que la distribution de la richesse augmente la croissance. Plus un pays est équitable, plus il se développe bien. Pourquoi? C'est très simple. Parce que prenez quelqu'un qui a 30 000 $. Si son revenu augmente à 40 000 $, qu'est-ce qu'il va faire de ce 10 000? Il va dépenser une grande partie pour avoir une vie plus confortable. Donc ça va rentrer dans la consommation. La consommation, c'est 60% d'un PIB, du produit national, de la richesse globale d'un pays. C'est 60% à peu près. Donc quand on augmente la consommation, on augmente toute l'économie du pays. Le riche, qui a 6 millions, on lui donne 10 000 $. Il va nous dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va nous rajouter à ses épargnes, à ses actions, et puis ça ne va pas rapporter grand-chose à l'économie. D'autant plus que souvent, ils ne payent même pas d'impôts là-dessus. OK. Ça va pour les notions de base? On va voir comment tout ça rentre dans une vraie déclaration. Vous êtes bien? On y va, mon Dieu. Alors, la déclaration de revenus, on va simplifier ça quand même, mais il faut y aller pour comprendre comment ça se passe. Première étape, on déclare tous nos revenus. Mais un citoyen honnête va déclarer tous ses revenus. Si on ne déclare pas, on fait de la fraude. Okay? Donc, tout. Gain capital, intérêt, salaire, retraite, pourboire, tout. Ça se met là. Deuxième étape, les déductions du revenu. C'est là que les choix politiques, économiques de nos États commencent à jouer. Qu'est-ce qu'ils vont déduire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas déduire. Okay? On va regarder ça tantôt. Troisième étape, à partir donc les revenus, on a soustrait les déductions, on arrive à un montant qu'on appelle revenu imposable. Vous suivez? Et c'est ce revenu qu'on va aller regarder dans l'ancien temps, dans ces feuillets, et maintenant dans les 4 paliers, les 5 paliers qu'on a vu tantôt. Ça s'appelle le revenu imposable, et c'est là-dessus que le taux d'imposition est calculé. Mais ce n'est pas ça qu'on va payer encore. À partir de ça, il y a 2 sortes de crédits. Crédit d'impôt non remboursable. Ça, c'est des crédits que le gouvernement décide de donner pour encourager quelque chose. Par exemple, quand on donne un crédit pour les frais de scolarité, c'est pourquoi? Parce qu'on veut que les gens puissent aller étudier, que ça ne leur coûte pas une fortune. Qu'est-ce que ça veut dire non remboursable? Ça veut dire que c'est soustrait des impôts qu'on doit payer. Mais si on n'a pas d'impôts à payer, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé cette année-là, ou parce qu'on est une femme au foyer, ça n'est pas utile. Parce qu'on n'a pas d'impôt, donc on peut le soustraire de rien. Ça va? Ça, c'est les non remboursables. Crédits d'impôts remboursables sont donnés à tout le monde. Revenu ou pas, on a droit, par exemple, aux frais de garde d'enfants. Vous me suivez? Donc, c'est 2 genres de crédits d'impôts qui sont importants, les deux, mais qui sont dans l'esprit différents. Évidemment, pour les bas revenus, les crédits d'impôts remboursables sont très intéressants. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de revenus, mais qui ont le retour TPS, TVQ.
D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça, c'est non remboursable. Ça, c'est remboursable. Et après, quand on a soustrait tout ça, on a un montant, on enlève l'argent qu'on a déjà payé parce qu'on nous a pris ça dans le salaire, et on donne au gouvernement ce qui reste. Si on avait trop payé, c'est le gouvernement qui nous a. Et c'est pour ça qu'à la dernière ligne de déclaration, on a toujours remboursement ou sans jours. OK. On va regarder ça un peu plus en détail. Alors, les revenus, comme j'ai dit, chaque contribuable doit déclarer tous les revenus. Mais la remarque que j'aimerais faire est la suivante. Les revenus ne sont pas tous imposés de la même façon. Par exemple, si j'ai un salaire, je suis enseignante, j'ai un salaire. Mon salaire, 100% est imposé. Si je décide que je suis tannée d'enseigner, je vais être consultante en pédagogie. Je suis travailleuse autonome, je me fais payer pour mon conseil. Et là, j'ai le droit à déduire toutes mes dépenses. J'ai utilisé mon auto, je peux déduire. J'ai acheté du papier, je peux déduire. J'ai acheté un ordinateur, je peux déduire. Quand on est salarié, les dépenses ne peuvent pas être déduites. Alors, vous voyez que les revenus ne sont pas tous taxés. Et ça, c'est des choix. Il faut tout le temps réaliser que ce n'est pas des règles tombées du ciel, c'est des choix qu'on a fait. Bon, donc ça, c'est une remarque sur le genre de revenu. Le gain en capital, ça, c'est enrageant. Parce que le gain en capital, ça veut dire le rendement qu'on fait quand on place de l'argent sans rien faire. Là, on est assis, puis on a plein d'argent, on le place, on a des actions montent, on récolte de l'argent. On n'a pas travaillé, ce n'est pas l'assurance de notre fonds, mais on est imposé seulement 50%. Il y a quelques années, c'était 100%. Ensuite, ça a été 75%. Et c'est descendu jusqu'à aujourd'hui 50%. Puis il y a des pressions pour que le gain en capital ne soit pas taxé, ce qui est complètement ridicule. C'est sûr que pour un petit gain en capital, bon, c'est intéressant, sinon ça ne vaut plus la peine d'investir. On va dire, je suis mieux de consommer, de dépenser. Mais on peut très bien dire, OK, un gain en capital jusqu'à, mettons, 10 000 $ par année n'est pas taxé ou est taxé à 50%. Mais si on a des revenus plus importants, il y a des gens qui font des revenus de gain en capital de millions et de milliards. Alors, au moins taxer encore là les hauts revenus. On a tout le choix qu'on veut, on est maître à bord maintenant. Ben, je veux dire, l'humanité, nous, la population, on n'est pas vraiment maître à bord, mais on devrait l'être. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen si on veut encourager l'épargne, on veut encourager l'investissement dans les actions, on peut. Jusqu'à un certain montant, OK, ton gain en capital, même s'il n'est pas taxé, ça aurait de l'allure, à condition que dépasser un certain montant, là c'est taxé. On peut même faire des catégories, de tel montant, comme les impôts, de tel montant à tel montant, c'est taxé à tant %, mais si tu dépasses 1 million de revenus, excuse-moi, mais tu payes ton impôt sur le million. On peut faire quelque chose comme ça. OK. Alors, j'ai mis les tableaux juste pour vous rappeler des souvenirs, pour ceux qui font... Combien de personnes font leur impôt eux-mêmes? OK, donc vous voyez un peu de quoi je parle ici. Donc, voilà, ça c'est la feuille où on déclare nos revenus. Ensuite, comme j'avais dit tantôt, déduction du revenu. Ça va diminuer l'impôt à payer parce que c'est ça qui va nous donner le revenu imposable. La petite remarque que j'ai mise ici, c'est que les déductions profitent le plus à qui? Aux riches. Parce que si on me déduit 1 000 $, et moi, j'ai un faible revenu, mon taux de taxation est 15%. Ça veut dire que j'ai dans mes poches 1 500 de plus que j'aurais eu si je n'avais pas de déduction. OK? Mais quelqu'un qui gagne un haut revenu, mettons 300 000 $, il est taxé, lui, à 25%, un peu plus au Québec. OK. Là, ça veut dire que ce 10 000 $, de 10 000 $ de déduction va lui mettre dans les poches 2 500 $. 1 000 $ de plus que moi. OK? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des déductions. Mais je voulais juste que vous réalisiez que les déductions, vu qu'elles sont vraiment déduites du montant de revenu qu'on va déclarer, il n'a pas le même effet sur tout. C'est tout ce que je voulais dire.
Alors voilà la feuille qui fait toutes ces déductions-là, et on arrive au revenu imposé à la fin, et c'est là-dessus qu'on va dans les paliers d'imposition que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, mon revenu est tant, donc je paye tant % pour ma première partie, etc. On fait tout le calcul. Suite à ça, crédit d'impôt non remboursable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces crédits au Québec? Le montant personnel de base. Alors, on a tous un montant cadeau. C'est à peu près, c'était 11 000 $, puis j'ai entendu que dans la mise à jour, c'est rendu à 15 000, n'est-ce pas? Bon, 15. Ok. 15 000. Ça ne veut pas dire que c'est 15 000 sur lesquels on ne paye pas d'impôt, parce que les crédits d'impôt, on les ramasse tous, et puis ce qu'on déduit, c'est 17% à peu près de ce montant. Okay? Mais quand même, on va avoir 17% de 4 000 de moins payés. D'accord? Toutes les choses qu'on veut encourager. Par exemple, on veut que les gens gardent les personnes malades à la maison. On va faire un crédit pour les aidants naturels. On veut on veut aider les retraités, parce que évidemment, quand on arrive à la retraite, on ne veut pas, on a moins de revenus. On va faire un crédit d'impôt pour l'âge, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là aussi, ce sont des choix que la société est supposée faire, mais qu'on laisse aller, et c'est le gouvernement qui décide. Je fais remonter les contribuables. Mais en fait, les contribuables ne payent pas d'impôt sur les 3 015 000. Je pense que c'est plus encore que les autres crédits. Encore là, j'ai juste mis la feuille, mais on pourrait vraiment regarder qu'est-ce qui est intéressant. Par exemple, la nouveauté, là, le transport en commun. Il n'y avait pas ça avant. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, il va encourager les gens à prendre le transport en commun, surtout à Montréal, plutôt que de prendre la voiture qui fait de la pollution, qui fait un trafic de fou, etc. Donc, on va donner un petit cadeau aux gens, un autobus. Crédit sur les transports en commun. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. J'ai expliqué ça. Ça va diminuer les impôts et un contribuable qui n'a aucun... Ah oui, ça c'est important. Si un contribuable, je l'ai dit, mais je veux le répéter, si un contribuable n'a aucun impôt à payer, il ne va pas bénéficier des crédits d'impôt non remboursables. Le montant de base, on va le soustraire de quoi là? J'ai rien à payer. 0 moins. C'est ça. Alors voilà, ça c'était tous les crédits d'impôt qui sont proposés par les FEI. Les remboursables, là c'est plus intéressant parce que tout le monde gagne. Alors les crédits d'impôt remboursables permettent d'obtenir un remboursement d'impôt, peu importe si on a ou on n'a pas d'impôt à payer et peu importe le montant d'impôt. C'est vraiment un retour. Le gouvernement nous fait un transfert. C'est avantageux, bien sûr, pour les contribuables à faible revenu. J'ai mis en exemple les frais de garde. Pourquoi? Parce qu'il est fait intelligemment quand même, le crédit du frais de garde. Il est progressif. Pourquoi? Regardez comme il faut. Quelqu'un mettons, j'ai payé 10 000 $ de frais de garde dans mon année. Okay? Si je gagne moins que 33 740, mon 10 000 me donne un crédit d'impôt de 75 $. 750 $. Non. 7 500. C'est énorme. Si je suis riche et j'ai gagné plus que 150 355, on me donne quand même un retour, parce que les frais de garde, on va encourager les gens à avoir des enfants. Il n'aura que 26% de crédit. Donc c'est progressif parce que les bas revenus vont avoir plus de retours que les hauts revenus, ceux qui ont applaudi. Ça commence vite. Bon, avec tout ça, est-ce que j'ai parlé trop là? Ça va? Avec tout ça, on arrive au montant final. Donc on va soustraire tous les crédits d'impôt. Et puis on obtient l'impôt que nous avons à payer. Bien sûr, pour les salariés pour qui on a déjà retiré une partie, on va soustraire cette partie qu'on a déjà payée, puis on va donner seulement le reste. Si on nous a trop enlevé sur nos chèques de paye, à ce moment, on va avoir un remboursement. Moi, j'ai eu des années où quand j'avais ma fille en bas âge, j'avais un remboursement des impôts. J'attendais les impôts avec impatience parce que j'avais un remboursement.
T'es pas seul. Alors voilà ce que je vous disais tantôt, on va avoir remboursement d'un côté, sol dû de l'autre, dépendamment de nos calculs. Je finirai cette partie sur la déclaration d'impôt avec quelques remarques. Encore une fois, les déductions, les crédits d'impôt, ce sont des choix. D'accord? Et on les appelle dépenses fiscales. Pourquoi? Parce que c'est un manque à gagner. Le gouvernement se prive de ses revenus. Donc il faudrait que s'il se prive de revenus, que ça soit socialement rentable. Et non pas il se prive de revenus pour favoriser les riches. Donc c'est notre vision. Je rappelle que le gain en capital n'est imposé qu'à 50%. Voilà, ça c'est une déduction dont on se passerait à partir d'un certain montant, certainement. Bon, les dépenses sur les revenus de location, profession libérale, j'en ai déjà parlé. Les plus riches, avec ce genre de déclaration, ils ont plein de portes de sortie pour minimiser leurs impôts. Ils peuvent faire des fondations. S'ils font une fondation privée, ils ont un retour d'impôt de 50% de ce qu'ils ont mis. Donc, ils ont mis 1 million pour faire une fondation, ils vont avoir moins d'impôts à payer, 500 000 $ de moins. Énorme. Il y a un professeur de l'Université Charlotte qui s'appelle Brigitte Alpin. Ça vaut la peine de la suivre, cette femme-là. Elle est extrêmement intéressante. Elle a écrit 2 livres sur la question des fondations privées et des fondations religieuses. Et elle a analysé comment ces fondations privées, finalement, privent l'État de beaucoup d'argent, alors que la fondation ne donne très peu à la société. Parce que ce qu'on oblige, l'obligation qu'ont ces fondations, vous savez combien ils doivent dépenser de leur capital? 10%, ça. 10%? Moins que ça? 3,5%. La Fondation Chagnon, c'est ça qu'elle doit dépenser? 3,5% de leur capital. Donc, ils ont économisé 50%. Bien sûr, ils ont quand même fait une donation, c'est sûr. Mais pour le public, pour nous, là, les contribuables, on a été privés de 500 000 $, puis on nous a donné des services pour seulement 3,5% de leur million. Donc, c'est pas sûr que c'est une chose à encourager, vu que c'est un choix du gouvernement d'encourager les fondations. Ben, est-ce que c'est une bonne chose? Et elle fait une analyse extrêmement intéressante dans un langage assez facile à comprendre. Et le livre s'appelle « Ces riches qui ne payent pas d'impôts ». Et elle a fait un autre livre un peu dans le même sens, dernièrement, plus récent, qui s'appelle « La crise fiscale qui vient ». Où là aussi, elle explique un peu les fondations, mais elle va plus loin. Elle parle de la crise fiscale en général, les paradis fiscaux et tout ça. Il y a bien sûr les paradis fiscaux. Et malheureusement, comme les gens l'ont souvent dit, les paradis fiscaux peuvent être légaux. Bien sûr, il y en a qui vont plus que le légal et qui font des fraudes, mais on peut utiliser les paradis fiscaux légalement. Pourquoi? Parce qu'en 1980, je pense, c'était le gouvernement Clark à l'époque, il a décrété, il a fait passer une loi, et comme ils étaient majoritaires, elle a passé, qui dit que quand on rapatrie des profits qui viennent de la Barbade, on ne paye pas 2 fois les impôts, ils appellent ça la non-double imposition. Ça veut dire si on a payé de l'impôt à la Barbade, on ne paye pas chez nous. Mais la Barbade, c'est 10%. Presque 50% de dépanner le gouvernement. Donc, c'est une économie d'impôts énorme. Et c'est un cadeau qu'il a fait comme ça aux entreprises et aux riches. C'est un gouvernement conservateur. Sa vision est minimaliste. Il faut que les gens puissent faire de l'argent. Donc, on essaie. Et ce qui s'est passé alors, c'est que les gens, ils s'en vont, mettons, eux, ils ont mis leur argent au Panama, avec des accommodements fiscaux. Ils font traverser l'argent du Panama à la Barbade pour pouvoir le rattraper au Canada sans payer l'impôt. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails parce que je sais que vous allez avoir bientôt une conférence sur les paradis fiscaux avec le spécialiste des paradis fiscaux au Québec. Vous êtes très chanceux, donc il va tout expliquer ça. Alain Non, avec Alain Denis. Et il y a aussi une autre personne très intéressante à suivre, c'est Marois Risky. C'est un professeur encore de Sherbrooke, je crois.
qui, elle est active. Elle s'est déjà présentée comme députée dans le Parti libéral avec la volonté de faire changer les choses sur les paradis fiscaux. Elle a perdu. Mais elle fait le travail de l'extérieur. Elle est très souvent invitée à RDI Économie. Vous ferez attention à ce nom. Marois Risky. Elle est vraiment bien documentée, elle est très rigoureuse, c'est très intéressant d'écouter elle aussi. Alain Denon et Marois Risky, là, c'est deux pères qu'on a au Québec. Mais, comme j'ai dit tantôt, certaines déductions, on les veut, là, les crédits d'impôt. On ne veut pas les perdre. On ne veut pas perdre la déduction pour les gens handicapés, pour les gens âgés, pour les frais de scolarité, pour les gardes d'enfants. Il y en a plein qui sont intéressantes, qui sont progressives et qu'on veut garder. Donc, encore une fois, question de choix. Petit mot sur les impôts des entreprises, parce que ça, c'est hallucinant. En 15 ans, leur taux a passé de 28% à 15% au fédéral. Au Québec, c'est 11,98%. Le Québec est un des pays qui a le taux le plus bas de tout le G20. En plus, la taxe sur le capital, il y en avait avant. Jusqu'en 2011, il y en avait. Ouf, ils ont décidé de l'enlever. Qu'est-ce que c'est la logique derrière ça? Ben, ce que les gouvernements qui prennent des décisions comme ça disent est la chose suivante. Les entreprises, il ne faut pas trop les taxer. Pourquoi? Parce que c'est eux qui créent les emplois. Donc, si ils ont plus d'argent dans les poches, ils vont investir plus, ça va faire de la croissance économique, ça va faire des emplois, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est la vision. Qu'est-ce que la pratique dit et qu'est-ce que les études disent? Que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand les entreprises ont eu des baisses d'impôts, ils n'ont pas investi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné plus d'argent à leurs actionnaires, ils ont payé plus leur PDG et ils ont gardé une partie en réserve d'argent qui dort. On calcule que dans le monde, il y a 700 000 milliards d'argent qui dort. C'est pas rien. Ils n'investissent pas. Ils spéculent. Ils spéculent, ils gagnent de l'argent juste en achetant, en vendant des actions. C'est pas productif, ça. Bon. Alors, c'est un paradigme que les gens qui veulent lutter pour la justice fiscale, on doit s'attaquer à ça. Le champion de cette histoire-là, c'est Léopold Lauzon, professeur amical, comptable à l'Université du Québec. Il a fait plein d'études là-dessus. Il a montré que de 63 à 2011, la part des entreprises dans les impôts, ça a passé de 62%. Avant, ils payaient 62%. Si on prend tous les impôts recueillis par le gouvernement, pas tous les revenus, tous les impôts, les entreprises payaient 62% en 63, ils payent aujourd'hui entre 11 et 13%. C'est des cadeaux énormes pour notre affaire. Et on n'a pas eu les bénéfices pour l'imprégnation de revenus publics. Il a sorti ce tableau, je ne sais pas comment il est arrivé à ces données-là, mais c'est hallucinant. Puis ça, personne n'a contesté. Personne n'a contesté ce tableau-là, donc il est probablement vrai. Regardez les chiffres. Gaz Métro, profit de 163 millions, il paye 0,9% d'impôts. C'est absurde. Alcan, il ne paye pas du tout. Mais ça, c'est pas... Toute cette économie d'impôts ne vient pas des déductions et des crédits du gouvernement. C'est parce qu'ils fraudent, ils s'en vont aux paradis fiscaux, ils font toutes sortes de combines fiscales. Ils ont des armées d'avocats, ces industries-là. Des armées d'avocats, des armées de fiscalistes qui essayent de trouver tous les moyens qu'ils peuvent à la limite du légal pour faire économiser l'impôt et ils réussissent parce que nos lois sont permissives, nos lois ne sont pas assez strictes, assez rigides, on ne met pas assez le poing sur la table par rapport à ces choses-là. Alors, ça aussi, ça doit changer, c'est absurde. Ici, j'ai sorti les dépenses fiscales de 2012 du gouvernement du Québec, ça donnait 1 million, 29 724 millions, ça veut dire quand même 29 milliards 724 millions de dépenses fiscales. C'est beaucoup pour un gouvernement comme le nôtre. On est quand même un pays, il n'y a pas de 200 millions de personnes. Donc les dépenses fiscales coûtent au gouvernement dans le sens que c'est un manque à gagner. Ce n'est pas une dépense, c'est un manque à gagner.
Normalement, ça va autour de combien? Pardon? Normalement, le taux de moyenne, ce serait quoi? Dans les autres pays, tu veux dire? Oui. Je ne saurais pas te dire parce que ça dépend aussi, pas seulement ça coûte combien, mais c'est utilisé à quoi? Si c'est des dépenses fiscales socialement souhaitables, bravo, c'est correct. L'argent du gouvernement, c'est pour les citoyens. Mais si c'est des dépenses fiscales pour favoriser les riches, là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, c'est pas juste de regarder le montant. C'est pour ça que je suis rentrée avec vous un petit peu dans les détails. C'est de regarder les dépenses s'appliquent à quoi exactement. C'est-tu des choses qu'on veut, qu'on appuie, ou c'est des choses qu'on trouve qu'on se fait. Okay? Je vais laisser tomber le petit questionnaire, on n'a pas beaucoup de temps. On n'est pas en classe ici. Alors, les gens qui font de la planification fiscale, c'est quoi les jeux qu'ils ont? Ils peuvent fractionner le revenu. Ça, c'est terrible. Parce que si on a une entreprise familiale et que vraiment toute la famille travaille et qu'on fractionne les revenus, c'est correct, c'est honnête. Mais si la seule personne qui travaille, c'est un des deux parents, et qu'il fractionne ses revenus avec tous les membres de la famille qui n'ont rien à voir avec cette entreprise-là, bien là, c'est à la limite de la fraude, mais c'est permis jusqu'à présent. D'accord? Et ça, c'est un des points qui est changé dans la réforme fiscale fédérale actuelle. Et les petits entrepreneurs puis les riches qui utilisaient cette façon d'économiser de l'impôt sont furieux. C'est sur mon nom à boulet de canon, en tout cas, ça ne passe pas dans une certaine partie qui profitait de ça. L'autre façon d'économiser de l'impôt, quand on dit planification fiscale, on veut dire façon d'économiser l'impôt. C'est ça que ça signifie. C'est de reporter dans le temps l'impôt à payer. Alors nous, on a probablement tous connu ici le réel. On reporte à notre retraite le temps de payer. C'est une belle mesure, ça encourage les gens à économiser, à préparer leur retraite, à ne pas compter juste sur le gouvernement. Eux-mêmes, ils contribuent. C'est très bien. C'est de bonnes habitudes à donner. Sauf que ça dépend du plafond qu'on met. Le plafond est tellement haut que la majorité des contribuables ne vont pas jusque-là. Donc, à qui ça sert d'aller si haut? Juste au très haut revenu, encore une fois. Cette partie-là aurait pu être enlevée des dépenses fiscales. On aurait pu arrêter le REER au montant que la classe moyenne, ou même la classe moyenne un peu à l'aise, paye, mais pas beaucoup plus haut comme c'est maintenant. Donc ça aussi, c'est une chose que une planification fiscale qui profite seulement aux riches. Utiliser des déductions pour réduire le revenu imposable, y compris évidemment les corporations, les fondations, je ne l'ai pas écrit, et bien sûr les paradis fiscaux. Ça, comme je vous disais, il y a des choses légales, des choses pas légales. Les choses qui ont été changées aussi dans la réforme de mon mode gouvernement, c'est la chose suivante. Je vais vous raconter comment ça se passe et j'ai des amis qui le font. Prenez par exemple un optométriste. Il a un revenu qui pourrait être considéré son salaire. Et non. Il s'incorpore. Il fait semblant que c'est une entreprise. Et donc son revenu, au lieu d'être taxé au taux des salaires, c'est-à-dire à son niveau de revenu pour les deux gouvernements à peu près 50%, il est taxé comme les corporations qui sont taxées à 15% fédéral, à 12% au provincial. Donc, il vient de faire pas mal belle économie d'impôt. Les médecins qui sont salariés ne peuvent pas faire ça. Les médecins qui ne sont pas salariés peuvent le faire. Okay? Mais vous voyez un peu le jeu là. Encore une fois, je veux m'assurer, est-ce que je suis technique? Ça va. Ça va. Technique, on comprend. C'est ça qu'ils font. D'accord. Une autre chose qu'ils font, et ça c'est, je ne sais pas quel est le fiscaliste qui a pensé, mais c'est merveilleux. S'ils sont une entreprise, ils se déclarent comme entreprise, et qu'ils placent leur argent, ils achètent des actions, ils ont un gain en capital,
S'ils sont simples citoyens, ce gain en capital est divisé par 2, parce que le gain en capital de tout le monde n'est taxé qu'à 50%, puis on paye le taux du citoyen à haut revenu autour de 50%. Et si on est une entreprise, on paye tout ce gain en capital au taux des entreprises. Donc des gens qui font 3 millions de gains en capital par emplacement, ben, ils vont payer seulement 15 plus 12, 27% au lieu de 50%. Donc ils gagnent vraiment. Alors là, Morneau a mis le point sur la table et dit non, ça suffit, ça ne va plus être permis. C'est une bonne chose. À mon sens, c'est quelque chose de très raisonnable, mais c'est très contesté par les financiers, la classe dirigeante, les conservateurs, évidemment, leur tirent à pied de canon. Vous découragez, il ne faut pas taxer les riches, parce qu'encore, il y a une autre idée, taxer les riches, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand un riche est riche, ben, sa richesse ruisselle. Alors, il y a une théorie qui s'appelle théorie du ruissellement. OK? Trickle down en anglais. La richesse ruisselle sur tout le monde. Oh, l'œil. On n'en voit pas souvent, ce ruissellement-là. Alors, là, en gros, les planifications fiscales des gens. Évidemment, les paradis fiscaux en soi sont tout un domaine et je laisse ça. Alors, j'ai trouvé une caricature qui m'a fait rire. C'est dans le New Yorker. Et c'est deux businessmen ensemble qui disent « Ces nouvelles réglementations vont transformer fondamentalement notre façon de les contourner. » Tous les moyens de contourner. Les fiscalistes ont une imagination débordante. Mais il faut être vigilant. C'est-à-dire que on est fautifs, les citoyens, là-dedans. On laisse faire. On laisse faire, on ne s'intéresse pas. Je ne peux pas vous dire ça à vous, là, vous vous intéressez à la question, mais je veux dire globalement, combien de personnes veulent essayer de comprendre? Très peu. Ce que j'aimerais... Je ne comprends pas l'inverse, parce que notre gouvernement ne marche pas d'argent. Alors, je fais remarquer qu'une baisse d'impôts, comme Léato nous a promis dans sa mise à jour économique, une baisse d'impôts, c'est toujours présenté comme une bonne nouvelle. Il arrive, il se pète les bretelles. « Hé, nous avons tellement bien fait ça que nous allons pouvoir baisser les impôts. » Minute, tu vas les baisser à qui? Comment? Ça va nous coûter combien en services sociaux, ta baisse d'impôts? C'est ça les vraies questions, là. C'est pas juste une baisse d'impôts. Comme on dit souvent, le diable est dans les détails. C'est pas la baisse d'impôts qui est bonne ou pas bonne, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette baisse d'impôts-là qu'il faut se garder. Et ma question revient toujours à la même, comment rendre notre système fiscal plus juste? C'est bien beau chialer, se plaindre, trouver que ça n'a pas d'allure, qu'on se fait avoir. OK? Qu'est-ce qu'on a proposé? Alors, Coalition Main Rouge. Qui a entendu parler de cette organisation? Coalition Main Rouge. Ça, là, c'est une coalition d'à peu près une quarantaine d'ONG, c'est de la société civile, organisation de la société civile, ONG, un peu comme vous, défense des droits, défense des agriculteurs, etc., syndicats, associations étudiantes, à laquelle s'est joint aussi des fiscalistes, parce que tous les fiscalistes ne sont pas au bord, des fiscalistes, des économistes qui se sont mis ensemble, ils ont élu un comité de travail qui a réfléchi sur qu'est-ce qu'on doit proposer au gouvernement, sur quoi on doit cogner le clou comme citoyen. Ils ont trouvé 18 mesures, hein, ce n'est pas l'imagination qui manque, 18 mesures. Je vous inviterai à aller sur leur site pour voir ça. Si le gouvernement, il y a des économistes, des chercheurs là-dedans, donc ils ont été capables d'aller chiffrer. Si on fait telle mesure, on économise tant. Par exemple, si on établit 11 paliers d'imposition au lieu de 4, comme maintenant, ah oui, eux ne travaillent que sur le Québec. Alors, ils proposent. On a la proposition ici, là, les 11 paliers. Ça va économiser au gouvernement 1 milliard. Et en plus, je vais vous montrer tout à l'heure, ils baissent les impôts pour les gens à faible niveau. D'autres, évidemment, ils ont des mesures sur les
paradis fiscaux, ils ont des mesures sur le capital, etc. Et au total, ça donne près de 10 milliards d'économies qui viennent de revenus supplémentaires à l'État québécois par année. Sans coupure de service. Si on avait eu ça, ils n'auraient pas pu nous dire on coupe les services, on n'a pas d'argent. Parce que la coupe qu'ils ont fait, c'est moins que 10 milliards. J'ai oublié, c'est combien? C'était dans les 650 millions, je crois. En tout cas, c'était... Non, c'était plus que ça. Mais c'était en tout cas beaucoup moins que 10 milliards. Donc, cette coupure de services, en fait, eux, l'intérêt, le but pour lequel ils se sont formés, c'est pour sauver les services. D'ailleurs, il s'appelait au départ Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Okay? C'est ça leur objectif. Donc, leur proposition, c'est pour qu'on ne coupe pas les services. Aujourd'hui, ils ne s'appellent plus comme ça parce que leur sigle, c'était une main rouge. Et tout le monde les appelait main rouge. Puis qu'ils ont changé leur nom, ils s'appellent maintenant la Coalition main. Madame Antonis, je voudrais juste vous dire que toute cette information-là sur la Coalition Main Rouge est sur le tam-tam communautaire. Sous l'onglet, c'est ça, sous l'onglet documents. Puis c'est là depuis au moins 3 ans. Puis on a, toutes les fois que la page est rafraîchie pendant une longue période, d'autres qu'on va les remettre, là, mais on avait un des éléments qui ressortait puis qui était expliqué. Wow. Donc, vous l'avez sur... Combien de personnes ont regardé cette page? Regardez-la! OK, j'ai pris 3 mesures pour en parler un peu plus, juste pour aller un peu plus dans les détails. Les 11 paliers d'imposition, ça donne 1 milliard de plus dans le coffre de l'État. 94% des contribuables paieraient moins d'impôts et c'est seulement le 6% pour lesquels ils ont pas mal augmenté les revenus qui rapporteraient dans le fond. Une autre des mesures qu'ils proposent, augmenter l'impôt des banques et autres institutions financières. On sait qu'il y a des banques qui ne payent pas du tout d'impôts, notamment en rétablissant la taxe sur le capital dont je vous ai parlé tout à l'heure. Retour au gouvernement 600 millions, pas rien. Là, ils expliquent que la moitié des institutions financières ne payent pas d'impôts, surtout à cause des paradis fiscaux. Eux, c'est vraiment, les banques sont dans les paradis fiscaux, c'est épouvantable. Mais une chose qui m'a fait tiquer dernièrement, je ne sais pas si vous avez écouté cette nouvelle, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et ils disent, ben oui, mais si on ne le fait pas, on n'aura pas les rendements pour nos... Alors, ou bien on le coupe à tout le monde, ou bien on le laisse à tout le monde, mais eux ne veulent pas, comme gestionnaire, dire, ben nous, on va être puristes, et bon. C'était un problème. Ils disent ici, dans leur document, qu'en 2013, les institutions financières avaient déclaré 30 milliards de profits, juste pour les 6 plus grandes banques. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont rendus à 60 milliards. Ils augmentent de façon incroyable. La part des entreprises, ça aussi c'est une des 18 mesures. Ils voudraient que les entreprises fassent une part plus grande. Là, on est quand même, ils ont mis 13, d'autres statistiques disent 13, 16, 13, en tout cas, dans ces eaux-là. Ils voudraient augmenter. La façon d'augmenter qu'ils proposent, c'est de revenir au Québec à un taux d'imposition au moins comme le fédéral, 15%, puis comme la moyenne des pays de l'OCDE. Pourquoi nous, on est à 11, quelque chose, 12%. Alors, ça rapporterait ça, juste si on le monte à 15%, pas plus, 1,22 milliard chaque année. Puis, c'est pas exagéré, 15%. Nous, on paye, la classe moyenne, on paye autour de 40%. Alors, je vais terminer avec les dernières réformes fiscales. J'en ai parlé tout au long de l'exposé. On a 3 importantes qui sont arrivées dernièrement. Réforme fiscale au Canada, qui comporte des mesures intéressantes, mais qui ne s'attaque pas au vrai problème. Le Canada ne fait rien pour les paradis fiscaux. Absolument rien. Vous avez lu la nouvelle dernièrement qu'à suite au Panama Papers, il y a 2 ans, beaucoup de pays ont réussi à récupérer de l'argent de ceux qui avaient de l'argent dans les paradis fiscaux de façon frauduleuse. Le Canada, zéro. Il n'a rien, il n'a fait aucun effort sous prétexte
ah, c'est long, ça va prendre du temps, etc. Ça ne vaudra pas la peine. Oui, ça vaudra. Non, on a entendu aussi que ça ne valait pas la peine, qu'on ne ferait pas assez d'argent. Oui. Bon, la mise à jour économique au Québec, c'est pas très clair, le 1,1 milliard. On sait qu'il y a 1,1 milliard pour les impôts. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ce dont j'ai entendu parler, c'est de monter le palier, le montant de base, $11 à 15 000, ça ils l'ont dit. Et je pense qu'ils enlèvent la taxe de $200 pour la santé. Ça aussi, je pense qu'ils vont l'enlever. Elle est déjà? Non. Ceux qui ont les gros salaires. Pour les gros salaires. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à part ça? Je sais pas. On va attendre le budget pour ça. La réforme fiscale aux États-Unis, c'est une catastrophe. C'est clairement une réforme pour les riches et il ne s'en cache pas. Il est fier de ça. Il est heureux, c'est la meilleure réforme fiscale que les États-Unis ont fait de leur vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, j'ai marqué un peu les... De leur nouvelle vie, il faudra dire. De quoi? De leur nouvelle vie. De leur nouvelle vie, du American First. On était de bonne humeur. Oui, il était de bonne humeur. On est deux autres. Il a passé Pas écran du beau. de merveilleuses fêtes, lui, là. Alors, entre autres choses, taux des profits des entreprises. Ils étaient élevés aux États-Unis, il faut dire. Hein? C'était 35%. Il y a même quelques compagnies qui sont venues chez nous. Ben, une ou deux. Ça tombe à 21%. C'était un gros écart de 35% à 21%. Les revenus des particuliers, les hauts revenus, étaient à 39,6%. Ils les baissent à 37%. Okay? C'est 2,6% seulement. Mais sur des milliards, ou du moins des millions de revenus par année. Écoutez, un PDG qui gagne 12 millions par année. C'est quoi ça? C'est pas des fake news. Hein? C'est pas des fake news. Non, ça c'est pas des fake news, malheureusement, c'est des vraies news. Mais écoutez, qui peut dépenser 12 millions dans une année? C'est impossible. Il a besoin de dépenser ça. Alors, je pense que vous y arrivez pas. On va l'aider. On va l'aider. Année après année, mettons vous allez avoir des bonnes idées pour la première. Ouais, c'est ça. La bibliothèque au complet. Alors Trump, il dit c'est pas vrai que c'est juste pour les riches. La baisse des taux d'imposition, c'est pour tout le monde. Gérard Fillon de l'Économie a regardé de plus près. La classe moyenne, en moyenne, va économiser $900. Ok, c'est pas mal. Mais dès qu'on va à la catégorie un peu plus riche, 51 000. Ça, c'est les plus bas des riches. Puis là, plus ça monte, imaginez 2,5% là, sur 10 millions, combien ça fait d'économie? C'est énorme. Voilà. Et en plus, ils ont calculé que sur 10 ans, les États-Unis vont avoir 1 500 milliards de déficit budgétaire de plus que prévu. Ils ont déjà prévu 20 000 milliards. Il y aura 1 500 milliards encore à cause de cette réforme fiscale. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et ce qui est plate pour nous, c'est la concurrence fiscale. Parce que quand eux baissent, on est collé. Tôt ou tard, on est obligé de suivre, sinon on va se faire avoir encore. Alors, encore Brigitte Alpin, que j'aime beaucoup, elle a écrit dans Le Devoir, si vous pouvez le retrouver, 30 décembre 2017, son article s'appelle « Sommes-nous en guerre fiscale ?» Et elle explique vraiment l'impact de cette réforme sur le Canada. C'est intéressant. Pour terminer, j'ai presque terminé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon. On a avancé. Je dirais, on a avancé.
fait 12 millions, vous. On a avancé dans notre réflexion, on a avancé dans nos actions, on a avancé dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous a aidé surtout? Les scandales des paradis fiscaux. Ça a allumé le monde. Les gens ont dit, hey, c'est quoi ça? On pensait que c'était marginal, on pensait que c'était juste quelques individus fraudeurs qui faisaient ça. Mais c'est la moitié de l'économie mondiale qui passe par les paradis fiscaux. Ça n'a rien de marginal, c'est très inquiétant. On est aussi dans une problématique de concurrence fiscale. Ça cause un problème universel. L'austérité s'installe partout parce que tout le monde veut baisser les impôts. Il y a une course vers les impôts les plus bas possibles. Donc, automatiquement, les États ont moins d'argent et automatiquement, les États imposent l'austérité. Partout. Ça fait des révoltes populaires. Vous avez sûrement entendu parler, en Europe, ils sont très forts là-dessus. Des révoltes sur la question de l'austérité, il y en a beaucoup. Dernièrement, si vous avez suivi les nouvelles internationales, la Tunisie, les Tunisiens sont descendus dans la rue à cause de l'austérité. La société civile se mobilise, et c'est ça qui est encourageant. Plusieurs organismes font de la justice fiscale un cheval de bataille. Au Québec, j'en connais 3, il y en a peut-être beaucoup d'autres. Coalition Main Rouge, pas juste qu'ils s'y intéressent là, ils travaillent très fortement là-dessus, ils publient, ils recherchent, ils font vraiment des représentations, etc. Coalition Main Rouge, échec aux paradis fiscaux, Alain Denon a été très actif dans celui-là en particulier. Attaque Québec, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Des mémoires sur les fiscalités ont été présentées aux 2 niveaux de gouvernement. Vous savez que les gouvernements veulent se montrer conciliants et ouverts, donc ils invitent les gens à donner leur opinion. Ça s'est mis sur les tablettes par la suite, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent, qui font des propositions, donc ça a fait avancer la réflexion autour de tout ça. Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut combattre les paradis fiscaux, mais le Canada ne fait rien, on vient de dire. Plusieurs économistes et penseurs se penchent sur la question et proposent des solutions. Il y a des économistes importants, des prix Nobel, qui disent « ça ne va plus, cette inégalité est nocive. On ne peut plus se permettre d'avoir des gens aussi riches, ça ne marche plus. » À l'ère de la mondialisation, la concurrence fiscale est une entrave à la justice fiscale. C'est très important de réaliser ça. Les organismes internationaux mettent de plus en plus la justice fiscale à l'ordre du jour. Même les gros organismes, l'OCDE, l'Organisation et coopération de développement économique, depuis quelques années, ils ont travaillé sur la question. Ils proposent au G20 un arsenal de 15 mesures pour combattre, pour enrayer ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale abusive. Donc, surtout les paradis fiscaux, mais aussi les autres abris fiscaux qui n'ont pas de sens. Et leur programme s'appelle BEPS, le sigle, qui veut dire érosion de la base imposable et transfert de bénéfices. C'est timide, mais c'est là, au moins on en parle, les nouvelles en parlent, les journalistes s'y intéressent, les gens en entendent parler. Ça fait comme avancer, tout ça, moi je pense que c'est des choses importantes. Mais je ne m'attends pas à grand-chose du G20, pour être honnête, là, de l'OCDE. Ils font des petites affaires, mais ils ne s'attaquent pas réellement. Comment voulez-vous qu'ils s'y attaquent? C'est eux qui ont créé les paradis fiscaux. Il y a une initiative dont j'aimerais vous parler parce que je la trouve bonne. C'est encore fait par Brigitte Appel. Ça s'appelle la conférence Tax Coop. Elle, son cheval de bataille a été les coopérations pendant longtemps, ça l'est encore, mais là, elle s'attaque à la concurrence fiscale. Elle dit, au fond, toutes nos demandes à nos gouvernements ne vont pas fonctionner parce que ça va être toujours la même réponse. Écoutez, si nous, on hausse les impôts, on va être perdant au bout du compte. On ne peut pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que les autres pays ne le font pas. Alors elle dit, ça suffit, il faut que les États se rencontrent et que le nouveau paradigme soit une collaboration fiscale, une collaboration au niveau du système fiscal pour arrêter les abus inacceptables et plutôt que de la concurrence. Alors, c'est une idée qui va prendre du temps à gagner parce qu'elle va vraiment en sens contraire, à contre-courant de tout ce qui s'est fait actuellement. Mais c'est comme ça que les idées commencent. Il ne faut pas, moi je l'encourage beaucoup, il ne faut pas se décourager, il faut pousser autant que possible. Si on en parle à nos députés, si on écrit dans les journaux, si on se mobilise pour ça, ça va finir par bouger, on l'espère.
Une autre initiative, avez-vous entendu parler de Vincent Gratton? Oui. Combien de personnes? Vincent Gratton? Ah, voilà. Alors Vincent Gratton, c'est un comédien connu au Québec. Il ne digère pas les paradis fiscaux. Ça là, il n'est plus capable. Il a décidé de bouger. Alors il a une rubrique avec Alain Gravel le matin à Radio-Canada. Il en parle à chaque fois qu'il a l'occasion. Il envoie des textos et des courriels à Justin Trudeau, je pense, à chaque semaine pour lui dire « Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire contre les paradis fiscaux? » Il lui a envoyé dernièrement, de façon symbolique, un bouquet de fleurs, des oiseaux du paradis. Alors, il multiplie vraiment toutes sortes d'initiatives et la plus sérieuse, c'est qu'à force de pression, ils ont accepté de le recevoir le 23 février. Il faudra suivre qu'est-ce qui va se passer. C'est extrêmement intéressant. Il s'en va avec Alain Deneau, Maro Ariski, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une fiscaliste qui parle tout le temps à LDI et qui est très, très bien articulée. Parce qu'il expliquait ça à la radio, je l'ai écouté quand il a parlé de ça. Il a dit « Je suis furieux, mais je n'ai pas les informations techniques. J'ai besoin de me faire appuyer par des gens qui savent de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? » Donc il va avec des spécialistes, il va aussi avec des militants de l'échec aux paradis fiscaux. 23 février, c'est à suivre. Alors voilà, ça bouge, c'est lent, c'est difficile, c'est périlleux, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Parce que lorsqu'on parlait des paradis fiscaux, personne n'y était. Alors voilà, il reste beaucoup à faire, mais continuons le combat!